The Cannonball Run déboule sur les écrans et transforme une vraie course illégale à travers l'Amérique en la fête la plus bruyante d'Hollywood sur 4 roues. 20 faits insensés vous attendent, plus un bonus si étrange qu'il a failli ne pas survivre au montage. Des caméos cachés, des origines secrètes, un danger bien réel et une comédie déjantée qui a discrètement façonné une superstar mondiale. Abonnez-vous, likez, commentez et attachez vos ceintures. Numéro 1. Avant d'être un film, c'était une rébellion. Au début des années 1970, un journaliste automobile nommé Brock Yates imagina une course hors la loi à travers l'Amérique, à moitié canular, à moitié protestation contre des limitations de vitesse de plus en plus strictes. Il l'appela le Cannonball Baker Sea to Shining Sea Memorial Trophy Dash. Aucune règle, aucun filet de sécurité, juste un sprint d'une côte à l'autre, avec le prestige comme seule récompense à l'arrivée. Yates ne se contenta pas d'écrire sur l'événement. Il y participa. Il traversa le pays aux côtés du pilote de légende Dan Gurney en moins de 36 heures. La course se tint plusieurs fois dans les années 70 et chacune des histoires folles que vous allez entendre est née de cette idée parfaitement réelle et parfaitement illégale. Numéro 2. Voici quelque chose que la plupart des fans ignorent. Le rôle principal de Gigi n'avait pas été écrit pour Burt Reynolds. Brock Yates avait conçu le personnage pour Steve McQueen, le roi du cool, l'homme qui avait pratiquement inventé la course-poursuite en voiture au cinéma. Le projet envisagé était un film d'action plus âpre et plus tendu, construit autour de l'intensité glaciale de McQueen. Mais le destin en décida autrement. McQueen mourut avant que le casting ne soit finalisé et le projet se retrouva soudainement sans âme. Burt Reynolds entra alors en scène au sommet absolu de sa gloire. Avec lui vint un virage tonal complet, le film abandonna son tranchant dramatique pour embrasser la comédie, le charme et le chaos. Le film que vous aimez existe à cause d'un tournant tragique. Imaginez le sombre thriller d'action qu'il aurait presque pu devenir. Numéro 3. L'ambulance gonflée à bloc que G et Victor pilotent à travers le pays n'était pas un simple accessoire de cinéma, c'était le vrai véhicule. Le réalisateur Al Needham et le scénariste Brock Yates avaient en réalité pris le départ du vrai Cannonball de 1979 à son bord. Un van Dodge lourdement modifié, capable d'atteindre des vitesses fulgurantes sur autoroute et de faire le plein en quelques secondes. Voici le rebondissement. Ils ne gagnèrent pas. La transmission explosa à Palm Springs, mettant fin à leur course. Needham fit alors la seule chose raisonnable. Il garda le véhicule en stock pendant des années, attendant le moment parfait. Ce moment, c'était ce film. Après le tournage, il fit don de la célèbre ambulance à une association caritative qui la mit aux enchères pour une somme rondelette. Cette voiture avait vécu une vie plus trépidante que la plupart des acteurs. Numéro 4. Quand Burt Reynolds signa son contrat, il ne rejoignit pas simplement le casting, il entra dans l'histoire avec son chèque. Pour environ 3 à 4 semaines de travail, Reynolds aurait empoché 5 millions de dollars. En 1980, c'était un chiffre vertigineux, parmi les cachets les plus élevés jamais versés à un acteur à ce stade de l'histoire du cinéma. 5 millions pour moins d'un mois à sourire derrière un volant et échanger des blagues avec son meilleur ami Dom DeLuise. Ça dit tout de la place qu'occupait Reynolds à Hollywood à l'époque. Il n'était pas simplement une star de cinéma, il était le box-office lui-même. Les studios lui jetaient des fortunes parce que le public jetait son argent dans les salles dès que son nom apparaissait sur l'affiche. Mais retenez cette information, car plus tard, Burt confia quelque chose de surprenant sur ce film précisément. Numéro 5. Voici peut-être le gag de casting le plus culotté de toute l'histoire du cinéma. Roger Moore, le vrai James Bond en exercice à l'époque, apparaît dans le film en jouant un excentrique fortuné nommé Seymour Goldfarb Jr. La particularité, Goldfarb est convaincu d'être Roger Moore. Il conduit une Aston Martin DB5 argentée chargée de gadgets dignes de 007, écran fumigène, plaque d'immatriculation interchangeable, déverseur d'huile et s'inscrit à la course sous le vrai nom de Moore. C'est un clin d'œil dans un clin d'œil. Moore se parodie lui-même avec une conscience aiguë de ce que le public attendait. Détail savoureux pour les fans les plus attentifs, la plaque de la voiture correspond à la célèbre DB5 des films Bond précédents, malgré le fait que le Bond de Moore n'ait en réalité jamais conduit d'Aston Martin. Pure comédie autoréférentielle, glorieusement assumée. Si vous souriez déjà,
Faites-le savoir en commentaire, likez et abonnez-vous, on lit tout. Numéro 6. Clignez des yeux et vous le ratez. Un jeune Jackie Chan apparaît dans ce film, des années avant de devenir un phénomène mondial. C'était l'une de ses premières apparitions hollywoodiennes et sa présence n'était pas due au hasard. Le patron du légendaire studio hongkongais Golden Harvest poussa personnellement à ce que Chan rejoigne le casting. Mais voici la part étrange. Chan, qui est chinois, fut casté comme pilote de l'équipe japonaise. Par ses propres comptes rendus au fil des années, ce quiproquo ne l'enchanta pas du tout. Il se présenta quand même, fit son travail et rangea l'expérience soigneusement. Ce qu'il observa discrètement sur ce plateau allait définir toute sa carrière, et c'est un fil qu'on va tirer jusqu'à notre fait bonus tout à la fin. Restez avec nous. Numéro 7. Voici une connexion qui semble impossible jusqu'à ce qu'on vérifie le générique. Cette comédie américaine étoilée fut produite par Golden Harvest, le studio hongkongais qui avait fait de Bruce Lee une légende immortelle. Oui, la même compagnie qui avait financé certains des films d'arts martiaux les plus influents jamais réalisés finançait maintenant Burt Reynolds qui racontait des blagues dans une ambulance. Une collaboration Est-Ouest inhabituelle pour l'époque qui explique beaucoup de choses, notamment pourquoi Jackie Chan et la star hongkongaise Michael Hui se retrouvèrent à partager l'écran avec des membres du Rat Pack et un acteur de James Bond. Les cinéastes envoyèrent même des premières images au Festival de Cannes pour attirer des acheteurs internationaux. Ce n'était pas simplement un film américain, c'était un pari mondial, un pari qui paya de façon spectaculaire. Numéro 8. Vous cherchez une comédie au scénario impeccablement millimétré? Ce n'est pas ce film, et c'est précisément le point. Le réalisateur Hal Needham laissait délibérément les caméras tourner et permettait à son casting de stars d'improviser librement. Une grande partie du charme du film naît d'une chimie authentique entre des gens qui s'appréciaient vraiment. Burt Reynolds et Dom DeLuise ne jouaient pas les meilleurs amis. Ils étaient les meilleurs amis, essayant de se faire éclater de rire entre les prises. Dean Martin et Sammy Davis Jr. amenaient cette énergie décontractée et aérienne du Rat Pack, s'effondrant souvent dans de vrais fous rires au milieu d'une scène. On sentait presque la fête se dérouler juste hors cadre. Cette improvisation naturelle est la raison pour laquelle le film ressemble moins à une production léchée qu'à une invitation à passer du temps avec les gens les plus cool d'Hollywood pendant 90 minutes glorieuses. Numéro 9. Dean Martin et Sammy Davis Jr. passent le film déguisé en prêtre catholique, faisant des discours tendres à des policiers pour éviter les barrages. L'un des gags récurrents les plus hilarants du film. Et c'était authentique. Dans les vraies courses Cannonball, les participants utilisaient chaque ruse imaginable pour esquiver la police. Et se travestir en membre du clergé pour obtenir la sympathie des agents était une tactique réellement employée par certains coureurs. Le film prit cette astuce du monde réel et la poussa au maximum pour le rire. C'est ce qui rend The Cannonball Run si étrangement authentique sous le slapstick. Presque chaque plan extravagant à l'écran est enraciné dans quelque chose que de vrais coureurs hors la loi ont véritablement tenté. Les scénaristes n'eurent presque pas besoin d'exagérer. Numéro 10. Victor, le mécanicien doux et timide de Dom DeLuise, ne cesse de se transformer en un super-héros masqué, maladroit baptisé Capitaine Chaos. Cap, voix grave, narration dramatique incluse. C'est devenu l'un des moments les plus aimés et les plus cités du film entier. Un voleur de scène que les fans imitent encore des décennies plus tard. Et tout ça naquit directement de cet esprit d'improvisation. Le beat du Capitaine Chaos avait cette énergie inventée sur le moment qui définissait tout le tournage. Exactement le genre d'invention loufoque que Needham adorait capturer et conserver. Une comédie de studio sous contrôle strict aurait coupé ça. Ici, on laissa libre cours et c'est précisément pour cette raison que c'est devenu iconique. Parfois, les idées les plus absurdes sont celles dont le public ne se souvient jamais plus. Numéro 11. Le film regorge de célébrités jouant leur propre rôle, mais un caméo en particulier cache une petite histoire vraie touchante. Le légendaire bookmaker Jimmy the Greek Snyder apparaît comme un parieur lié aux coureurs. Sur le papier, c'est juste une autre apparition de célébrité. Mais voici le détail charmant. Jimmy the Greek et Dean Martin n'étaient pas des étrangers réunis pour un film. Ils avaient grandi comme voisins dans la même ville de l'Ohio. Tous deux partis de Steubenville avant que la gloire ne les trouve. Ce moment à l'écran portait donc une charge silencieuse.
deux enfants du même quartier devenus grands, réunis à l'intérieur d'un blockbuster hollywoodien. C'est le genre de détail qui fait ressentir ce film moins comme un casting fabriqué et plus comme un vrai rassemblement d'amis. Numéro 12. Celui-là s'adresse aux oreilles les plus attentives. Plusieurs des femmes glamour accompagnant le faux Roger Moore eurent leur voix doublée en post-production. Et la femme derrière une partie de ce dialogue était une icône véritable, l'une des comédiennes voix les plus prolifiques de l'histoire du divertissement, la voix bien aimée derrière d'innombrables personnages de dessins animés classiques que des générations entières ont adorés. Et pourtant, dans The Cannonball Run, elle n'est jamais créditée. Vous regardez une comédie d'action en prise de vue réelle, mais vous entendez peut-être la même voix qui a accompagné vos matinées d'enfance, cachée en plein jour, sans aucun nom associé. C'est l'exemple parfait de la profondeur insoupçonnée du réservoir de talent de ce film. Jusqu'aux voix de fond non créditées, c'était discrètement légendaire. Numéro 13. Voici la vérité bouleversante derrière les rires. Tout n'était pas amusement et jeu sur cette production. Un moment vira à la tragédie. Pendant le tournage, une jeune cascadeuse nommée Heidi Von Beltz était passagère dans une Aston Martin lors d'une cascade de slalom dangereuse. La voiture ne disposait pas de ceinture de sécurité et d'autres problèmes mécaniques auraient été signalés quand elle entra en collision frontale avec un autre véhicule. L'accident la laissa paralysée pour le reste de sa vie. Elle passa des décennies en tant que tétraplégique et devint le centre d'une longue et douloureuse bataille judiciaire sur la sécurité des plateaux. Son histoire est aujourd'hui citée dans les discussions sur les normes de sécurité dans l'industrie cinématographique, un héritage grave caché à l'intérieur d'un classique de la comédie. Nous l'évoquons par respect, pas par sensationnalisme. Numéro 14. Si vous aimez ce film, préparez-vous. Les critiques de 1981 ne l'aimaient absolument pas. Les comptes rendus furent féroces. L'un des critiques de cinéma les plus célèbres de tous les temps le démolit, accusant essentiellement le film d'avoir abandonné toute ambition artistique pour viser le niveau le plus bas possible. Le film fut universellement rejeté comme paresseux, vulgaire et informe. Une excuse sans intrigue pour des célébrités qui gambadaient dans des voitures rapides. Et pourtant, voici l'ironie magnifique. Le public s'en moqua royalement. Les défauts même que les critiques détestaient, le chaos, la bêtise, l'atmosphère de fête débridée, étaient exactement ce que les fans adoraient. C'est l'un des grands écarts de tous les temps entre l'opinion critique et l'amour populaire. Parfois, un film n'est pas construit pour les journalistes. Il est construit pour un samedi soir entre amis. Numéro 15. Vous vous souvenez du cachet record de 5 millions de dollars? Eh bien, Burt Reynolds nourrissait des sentiments complexes à l'égard de ce film. Des années plus tard, il admit ouvertement l'avoir fait pour, selon ses propres termes, toutes les mauvaises raisons, traduction, l'argent et l'envie de passer du temps avec ses amis plutôt qu'une passion authentique pour le projet. C'est un aveu étonnamment honnête de la part d'un homme au sommet absolu de sa célébrité. Il savait que le film n'était pas de l'art pur, et il savait pourquoi il avait vraiment signé. Il y a quelque chose d'étrangement attachant dans cette confession. La plus grande star de la planète encaissant un chèque colossal pour conduire des voitures et faire des blagues avec ses copains. Et le reconnaître franchement par la suite. D'une étrange façon, cette désinvolture assumée est précisément pourquoi le film fonctionne. Le plaisir était réel, même si les motivations étaient honnêtes. Numéro 16. Les critiques avaient peut-être affûté leur couteau, mais au box-office, ce fut un carnage dans le meilleur sens du terme. The Cannonball Run surgit hors des starting blocks avec un week-end d'ouverture record, l'un des démarrages les plus forts enregistrés jusqu'alors. Il finit par engranger plus de 70 millions de dollars sur le territoire américain, se classant parmi les films les plus rentables de toute l'année, dépassant de nombreuses sorties bien plus respectables. Pensez-y, un film méprisé comme sans art et sans substance devint l'un des plus grands succès de 1981, partageant le classement annuel avec des classiques de légende. Ça prouve une leçon qu'Hollywood n'arrête pas de réapprendre. La puissance des stars combinée à un divertissement pur et sans prétention peut être une force irrésistible. Numéro 17. The Cannonball Run et sa suite de 1984 comptent parmi les toutes dernières apparitions à l'écran du légendaire Dean Martin.
Après une vie entière de films, de musique et de gloire au sein du Rat Pack, ces comédies automobiles chaotiques fermèrent sa carrière cinématographique. Il y a quelque chose de juste là-dedans, honnêtement. Martin tirant sa révérence avec un clin d'œil et un sourire, entouré de vieux amis, faisant exactement ce qu'il faisait le mieux, être d'un cool sans effort, et visiblement s'amuser énormément. Pour les fans de longue date, le regarder ici porte une couche supplémentaire de nostalgie. Vous ne regardez pas seulement une comédie, vous contemplez le crépuscule d'une icône. Ces scènes de rire décontracté deviennent quelque chose de discrètement précieux, une dernière virée avec l'un des plus grands. Numéro 18. L'un des moments les plus époustouflants du film implique un aéronef exécutant le genre de cascade qui semble trop folle pour être vrai. Et voici le détail crucial. L'inspiration était parfaitement réelle. Les gags les plus délirants du film ne furent pas tirés du néant. Beaucoup furent directement empruntés aux authentiques légendes du Cannonball et aux vrais exploits automobiles, où des coureurs et des casse-cous accomplirent des choses véritablement extravagantes pour gagner ou simplement pour marquer les esprits. Les cinéastes, ayant eux-mêmes vécu la vraie course, disposaient d'un puits sans fond d'histoires vraies à puiser. C'est le secret de toute cette comédie. Les séquences les plus incroyables ont souvent un pied dans la réalité. Les vrais coureurs firent vraiment des manœuvres insensées, et Needham et Yates transformèrent simplement ces faits authentiques en divertissement de cinéma. La réalité leur écrivit les scènes les plus folles. Numéro 19. Avant d'atteindre les salles, le film traversa plusieurs titres de travail, dont des versions plus simples comme simplement Cannonball, ce qui créa un problème. Il existait déjà un film de course de 1976 portant un nom frappamment similaire, et ce chevauchement aurait soulevé la menace d'un contentieux juridique entre studios. C'est un rappel de l'encombrement qu'avait connu le créneau des films de course à travers l'Amérique dans les années 70. La vraie Cannonball avait inspiré plusieurs films en peu de temps, tous courant après la même énergie hors la loi. En fin de compte, le titre qu'on connaît aujourd'hui s'imposa et le film se tailla sa propre identité grâce à la seule puissance de ses stars. Il est amusant de penser que ce classique bien-aimé faillit se retrouver emmêlé dans un conflit de nommage avant même qu'un seul spectateur n'en voie la première image. Même le titre dut finir la course en premier. Numéro 20. Dean Martin et Sammy Davis Jr. prirent tellement de plaisir sur ce tournage que la fête ne s'arrêta pas quand les caméras s'éteignirent. Selon le réalisateur, le duo chanta tellement les louanges de l'expérience qu'ils convainquirent nul autre que Frank Sinatra de rejoindre la suite pour un caméo. Laissez ça faire son effet. Le pur plaisir contagieux de cette comédie automobile déjantée contribua à réunir des membres du légendaire Rat Pack à l'écran une dernière fois. C'est la magie que ce film captura. Ce n'était pas simplement un tournage, c'était une période de bonheur authentique qui attira encore davantage de légendes dans son orbite. Et parlant de legs qui ont démarré sur ce même plateau, il est enfin temps pour notre fait bonus. Fait bonus. Le réalisateur Hal Needham avait une signature. Il faisait défiler un montage de bêtisiers et de coulisses sur le générique de fin, laissant le public voir les acteurs se planter et en rire. Ça donnait au film un sentiment de complicité, comme si vous faisiez partie d'une grande blague intérieure. Vous vous souvenez de Jackie Chan planqué dans le rôle du pilote de l'équipe japonaise? Voici pourquoi ce petit rôle changea secrètement le cinéma pour toujours. Le jeune Jackie Chan observa cette idée et en tomba amoureux, au point de la ramener chez lui, littéralement. À partir de ce moment, Chan commença à terminer ses propres films avec des bêtisiers de ses cascades ratées. Ça devint l'une des marques de fabrique les plus aimées de toute sa légendaire carrière. Réfléchissez-y. Chaque fois que vous avez souri devant les bêtisiers d'un film de Jackie Chan, vous regardez une idée qu'il avait glanée sur le plateau de cette même comédie américaine. Un film jetable et décalé façonna discrètement l'une des plus grandes stars d'action de la planète. Plus de 40 ans après sa sortie, The Cannonball Run reste une joie pure et non filtrée, une capsule temporelle étoilée d'une époque où les films pouvaient simplement être fun pour le plaisir de l'être. Les critiques haussèrent les épaules, le public hurla d'enthousiasme et l'esprit de cette vraie course illégale continue de vivre dans chaque éclat de rire.
Si cette vidéo méritait sa place dans votre soirée, laissez un like pour nous ravitailler, abonnez-vous pour ne jamais rater une de nos prochaines plongées dans les films qui comptent, et dites-nous en commentaire quel moment vous fait encore sourire. Le Capitaine Chaos, les faux prêtres, ou le vrai Roger Moore qui joue Roger Moore, et quel classique on devrait décortiquer ensuite. On vous attend en bas.